Alors, voilà, nous sommes de retour. Alors, Édouard, je voudrais que tu me dises, que tu m'expliques pourquoi le titre Ma vie comme un rhume. La vie comme un rhume. Eh bien, parce que le rhume est une maladie sans gravité, qu'on le soigne ou pas, il finit par finir, quoi. Et il y a un dicton comme ça qui dit qu'un rhume soigné dure 21 jours et non soigné 3 semaines. Ce qui veut dire que les traitements sont sans pouvoir sur un rhume, mais que c'est pas une maladie grave, donc tout le monde s'en fout un peu. Et ma vie n'est pas une maladie grave non plus. Euh, que je me sois occupé ou non de la soigner, ben, elle est ce qu'elle est et elle arrive à son terme et c'est pas plus grave que ça. C'est un peu ça l'idée. Une sorte d'acceptation. Ouais, et de banalisation et de, voilà, de réduction au même dénominateur, quoi. Et ça, on trouve cette explication-là dans le... Je pense que je le dis au début, que j'en reparle tout à la fin du troisième Oui, parce que, tome. il me semble-t-il, tu te retrouves sur un banc public dans le troisième tome Oui, et délesté de ce rhume-là que représente l'existence. c'est ça. C'est qu'à un moment donné, j'étais effectivement sur un banc, sur une place de Bruxelles qui s'appelle la place Anne-Essens, où il y a la statue d'un, on dirait aujourd'hui un leader syndical, mais qui représentait euh, le chef d'un corps de métier et qui résistait à l'occupation autrichienne et qui, pour cette résistance, a été décapité, qui s'appelait donc Anne-Essens. Et j'étais sur cette place, une place qui est dans un quartier qui est fortement, comment dire, occupé par des immigrants marocains. Et donc, j'en vois qui passent, des femmes voilées, des types qui des capuchons, enfin, des clichés habituels. Et je me dis sur cette place, alors que mon frère aîné est décédé, que bon, voilà, que je me demande si c'est pas le moment de guérir de mon rhume, quoi. D'accord. Et as-tu éprouvé du soulagement à ce moment-là? As-tu... Bon, c'était un moment un peu de déprime qui m'a fait écrire ce texte sur la place Anne-Essens, que j'aime beaucoup. Je me rends compte que je l'ai retravaillé souvent et euh, il y a une station de métro à côté où ils l'ont enlevé parce qu'à cause de déprédation et tout ça, mais il y avait une murale d'Alechinski à cette station de métro là, et puis c'était plus possible de la laisser là à cause des déprédations des jeunes des alentours, quoi. Alors voilà, c'était un moment un petit peu tristounet, auquel j'ai rajouté un texte qui m'a été inspiré par un voyage dans l'île des Célèbes, qu'on appelle aujourd'hui Sulawesi, et qui est une île qui appartient à l'Indonésie, et où il y a une peuplade dans les montagnes qui a des rites funéraires tout à fait incroyables, et notamment un traitement des funérailles de bébés qui est tout à fait insolite, où on place les bébés dans des trous, dans des arbres, et l'arbre cicatrise autour du bébé, et semble-t-il, après de nombreuses années, il reste même plus rien du bébé, comme si ces arbres avaient été finalement carnivores. Et je me suis dit, mais en tant qu'arbre, qu'est-ce qu'on a pu m'enfourner comme bébé et que j'ai dû digérer pendant toutes ces années. Et c'est un petit peu comme si j'attends au moins de la mort une énorme purification par rapport à tout ça, quoi. Voilà. Ah, c'est beau. Ouais. C'est beau, c'est beau. Mais d'abord de la mort, là, comme ça. Ouais. Dans le deuxième tome, on trouve le testament spirituel pour Arnaud. Arnaud, ton fils. Ouais. Ben, c'est aussi une histoire tragique. À un moment donné, mon fils s'est éloigné de moi, en Belgique,
alors que moi je pensais le retrouver en venant m'établir là-bas entre mes 2 séjours au Québec. Et eh bien, non, c'était plutôt un éloignement qui était encouragé par les filles avec qui il sortait à cette époque-là. Et j'étais bien triste de ça. Et puis, ça s'est aggravé sans que je comprenne vraiment pourquoi. Et il s'en est suivi un silence qui a duré 11 ans. Et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux encore faire en tant que père, sinon lui rédiger un testament spirituel. Et c'est ce que j'ai fait. Ouais, parce que dans cet exercice-là, exigeant qu'ont représenté l'écriture de tes mémoires, il va de soi que tu dois livrer quand même un message. Hein? Et le message central, si tu veux, je vais ajouter si tu permets, T'en prie. je vais lire un ou deux passages, tenez, où le problème de se faire confiance est donc une entreprise compliquée. Elle demande du courage, de la lucidité et de la détermination. J'ai témoigné de tout cela dans la mesure où j'ai renvoyé dos à dos les thérapeutes et les gourous qui ne me convenaient pas ou qui avaient cessé de me convenir. J'ai cheminé seul dans le désert quand je doutais de la pureté de mon cri d'amour. J'ai traqué le désir jusqu'au bout de la terre pour lui faire un sort, pour lui faire la peau. Et j'ai réussi. Pas toujours à la satisfaction des autres, mais à la mienne sûrement. Je ne peux même pas me comparer à un Lucky Luke existentiel, moi qui n'ai jamais eu de monture ironique et sage comme Jolly Jumper. Maintenant, je chemine vers le couchant parmi les cactus en jouant un air d'harmonica. Je voudrais léguer à mon descendant cette confiance en moi conquise de haute lutte sur l'infirmité, la race, la guerre, la pauvreté, la peur d'un père violent, l'obésité comme une drogue, et surtout sur la peur que les femmes ne me désirassent pas pour toutes les raisons qui précèdent. Chemin faisant, j'ai égratigné des innocents sur les passages étroits, et chaque fois que je m'en rends compte, je leur demande pardon. Cela vient encore de m'arriver aujourd'hui même. Là où il y a du talent, la confiance est embusquée et ne demande qu'à surgir. Mon fils a fait preuve de talent en maintes occasions, et ce n'est qu'une question de temps, à mon sens, qu'elle ne voit le jour, par exemple, à l'occasion de la naissance d'une œuvre achevée. Je le lui souhaite du fond de mes gènes. Il faut cependant se garder de laisser passer les convois existentiels. Les trains importants ne passent pas souvent. Les prendre ou les rater est ce qui constitue notre destin. Que dirais-tu sur ces deux paragraphes-là que tu as écrits dans ce deuxième tome, qui est un peu comme le cœur, à mon avis, de toute ton entreprise là, de vivre, que moi j'ai jugé absolument... c'est ce qui m'épate chez toi, entre autres, Édouard, c'est cette capacité-là à bondir là, comme un fauve sur des occasions d'aimer, sur ce... Oui. Historiquement, mon fils m'a renvoyé ce texte par la poste. Il te l'a renvoyé. Par la poste. Après l'avoir lu? Sans doute. Et donc, j'étais quand même triste à l'époque. Mais, allez, je veux croire que cette période est derrière nous. J'ai tenté de lui expliquer que mes mémoires ont été écrites à une certaine époque qui n'est pas celle d'aujourd'hui, car aujourd'hui, disons, la relation que j'ai avec lui est meilleure depuis que lui-même a un enfant et tout ça. Il commence à mesurer aussi ce qu'est être un père et ce que ça n'est pas. Oui.
Et puis sans doute, toutes les relations familiales, en tout cas, sont plus ou moins bancales. Hein? On a des attentes démesurées. Ben oui, c'est sûr. C'est quand même assez incroyable que je peux remonter jusqu'à mon trisaïeul et c'est toujours des personnes déplacées, quoi. Euh, Mon grand-père qui croyait au socialisme euh, et qui avait bizarrement au début du XXe siècle étudié en Belgique déjà comme si c'était un signe du destin. Dans les manifestations, se promenait au bras des grands socialistes belges de l'époque, Louis de Broecker et Paul-Émile van der Velde. Et quand il y a eu la révolution de 1917, il attendait Lénine à bras ouverts, quoi. Et puis, il a très vite déchanté. Et 4 ans après, préfigurant les convois de la mort sous le Troisième Reich, ils ont fui la Russie dans des wagons à bestiaux, toute sa famille. Mais mal leur a pris d'aller se réfugier à Berlin. Oui, c'était en 21, alors ils ont encore vécu une douzaine d'années heureux à Berlin jusqu'à ce qu'en 1933 Hitler prenne le pouvoir. Mais donc, chaque fois, c'est des déplacements de Russie en Allemagne, d'Allemagne en Suisse, de Suisse en France, de France en Belgique, de Belgique en Afrique, d'Afrique au Québec. Ça n'a pas arrêté. Oui, mais ne crois-tu pas que toutes ces migrations-là sont... C'est l'histoire de l'humanité là, qui est résumée. Encore aujourd'hui, hein, on le voit avec les Africains qui vont périr là, en Méditerranée. Ouais. Pour, Ben oui. les murs qu'on érige un peu partout pour empêcher. C'est ça. Et qu'au fond, il y a une nécessité, je dirais, presque ontologique des flux migratoires. Ouais. L'être humain se lance à la Il y a une image qui m'a terrifié, qui se passe à Melilla, la petite enclave espagnole au Maroc, où il y a des grillages qui montent très très haut. Et il y a des grappes humaines, ils grimpent les uns sur les autres, ils s'embrochent sur les barbelés, ça fait rien. Il y en a un qui passe par-dessus. Et je me dis, on pourra pas toujours les arrêter, quoi. Il faut trouver autre chose, quoi. Mais il y a quelque temps, il y a un ministre britannique qui a dit, concernant toute cette migration-là, maritime, si je peux le dire, qu'au fond, il ne fallait pas intervenir, que les Italiens avaient tort d'aller secourir ces malheureux, là. Et qu'au fond, il n'a pas dit ça, il fallait les laisser mourir. Mais que si on arrêtait de les secourir, ça donnerait une leçon pour les autres. C'est assez terrifiant, là. Ouais. Non, vraiment. Moi, je me dis, j'ai l'impression qu'on vit un peu une fin de l'Empire romain, là, avec les barbares autour qui vont envahir l'Empire romain, et on ne pourra pas empêcher ça. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que les barbares ont trouvé bon de se civiliser par la suite. Bien sûr. Tu permets, je voudrais encore revenir sur ce testament-là, en conclusion. Et puis, en conclusion également, tu conclus avec quelques aphorismes, n'est-ce pas, qu'on peut retrouver sur ton site internet. C'est ça. Un site internet. Oui, edouardfin.com. Et dans lequel site on retrouve des photos de tes voyages. Hein? Oui, des textes aussi. Des textes. C'est ça. Des recensions. Des critiques, non, aussi, peut-être? Non, il y a... Oh, non. Des résumés des 12 livres? Non, ça y a pas. Et puis il n'y a pas les pages couvertures de tes livres? Les pages couvertures aussi. Des 12 livres que tu as publiés, hein? Ouais. D'accord. Il y aura bientôt les nouvelles aussi. Ouais. Mais j'ai un petit problème d'informatique que je dois régler avant ça. On a toujours des problèmes d'informatique. Alors écoute, si tu permets, je lirai encore un passage de ce fameux testament. Et puis, il y a l'amour. À mon fils, je recommanderais de ne pas confondre l'amour avec son ersatz. Son ersatz, oui. Ersatz, oui. Rien ne remplace, selon moi, la définition qu'en donne saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, sur l'amour. On traduit parfois charité, mais c'est la même chose. Le désir peut se manifester au sein de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour. Les émotions peuvent se manifester au sein de l'amour, mais elles ne sont pas non plus de l'amour. Succomber à un ersatz de l'amour donne à penser qu'on ne s'aime pas beaucoup. L'amour, en définitive, est une posture intérieure, un état spirituel
où l'on veut le bien d'autrui avec enthousiasme. Il ne s'agit pas de lui venir en aide, ce serait au mieux de la compassion, encore moins de faire les choses à sa place, mais plutôt une sorte de résonance avec les aspirations les plus profondes de l'autre. J'éprouve l'autre jusqu'au très fond de moi-même et je vois et j'éprouve sa lumière la plus pure, même s'il est prostré dans la boue. J'ai rencontré des prostituées qui en connaissaient un rayon sur l'amour et des bourgeoises élevées dans l'ouate qui n'en avaient aucune idée. Il y a là tout un univers à explorer pour mon fils, et je ne saurais assez lui recommander de commencer ou de poursuivre vaillamment sa quête. Et ici, tu lui offres pour viatique quelques-unes de tes citations, quelques-uns de tes aphorismes. Si tu veux bien, tiens, tu vas les lire, hein, Édouard? Okay. On va conclure là-dessus par ta propre lecture. Dis ce que tu fais et fais ce que tu dis. Ne te donne jamais pour vaincu. Comprends la différence entre humble et humilié. Ne crois pas ceux qui te disent de ne pas critiquer. Ils veulent te tondre. Essaie d'abord de critiquer tes propres préjugés. Sépare de toute urgence amour et désir. Crois à l'amour et dissémine-le autour de toi. Crois à l'amour et dissémine-le autour de toi. Crois à l'amour et dissémine-le autour de toi. Ben écoute, Édouard, je te remercie. Voilà. Je te remercie d'avoir écrit tes mémoires. Je te remercie également de les avoir confiés comme éditeur. Je te remercie du moment que tu nous accordes ici. Et puis, je te remercie pour tout. Et puis voilà, je te salue la main, mon vieux. Et moi, je te remercie d'avoir fait de cette thérapie une œuvre littéraire. Ben voilà. Ce que je n'avais jamais osé envisager. Puisqu'on en est au remerciement, je voudrais remercier aussi parce que ça a été un sacré travail d'équipe Ouais. de publier ces 3 tomes-là. Voilà, tous ceux qui ont participé méritent Oui, ben, à commencer par... un triple banc d'applaudissements. Oui, à commencer par Michel Bellil, n'est-ce Michel pas? Bellil, Oui. François Robichaud, Emmanuel Simard, et enfin Patrick Coppens. Patrick Coppens, voilà, qui est un des rares artistes qui m'a sorti de l'art ancien pour admirer ses œuvres qui me plaisent beaucoup. Qui ornent les 3 tomes. Les 3 couvertures. Les 3 couvertures. Ouais. On a été ravis, toi et moi, que Patrick accepte de le faire, en plus à l'aveuglette, car il va prendre connaissance. Ouais. Mais Patrick est un homme extrêmement ouvert et qui a une bonne expérience des choses humaines, je pense. Et puis, ben, écoutez, je vous invite à les lire. Elles vont être disponibles à ma librairie, évidemment, le livre voyageur. Elles vont être disponibles aussi par le biais d'Édouard. Je vous invite à le faire, à contacter Édouard. On va donner les adresses. Et je vous invite également à aller les emprunter à la grande bibliothèque, car elles vont y être déposées. Right. Alors voilà, merci et bonne journée à tous. Voilà.